Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, en espérant que vous avez passé un excellent week-end. On va parler de la 8e journée du championnat et on commence tout de suite avec le derby de l'Ouest entre la Jeanne d'Arc et la Saint-Pauloise. Les Portois, dauphins du leader Saint-Josephois avant cette 8e journée, et connaissaient le résultat de leur concurrent la veille qui s'était déplacé à Saint-Leu. Alors ont-ils confirmé leur excellente disposition, ces Portois, depuis le début de la saison, ou alors la Saint-Pauloise se place-t-elle désormais dans le groupe de tête? Eh bien la réponse c'est tout de suite, stade Lambrakis du Port. Jeanne d'Arc, Saint-Pauloise. Il fallait arriver tôt au stade Lambrakis du Port dans ces gradins bien pleins pour ce beau derby qui a tenu toutes ses promesses entre deux équipes qui se connaissent bien, qui se respectent également, et puis une équipe de la Jeanne qui, derrière son statut de presque leader, en tout cas dauphin de l'Excelsior, se devait de prendre les choses en main, à domicile en plus, supporté par son habituel COP. Et c'est justement Redouane Dari sur le côté droit, bien servi, qui s'offre la première belle occasion face à Mathieu Pelov, s'il ne décroise pas suffisamment sa frappe, qui passe à côté des buts Saint-Paulois. La première chaude alerte, le ton est donné, avec, vous le voyez, Briton, son compère de l'attaque de la Jeanne d'Arc. Et puis cette action, regardez, il y a Damien Espérance et Briton qui se disputent la balle, et ce coup de coude de Briton en plein visage ou dans le cou du défenseur Saint-Paulois, ça va faire mal. Alors volontaire ou pas, c'est pas à nous de juger, on va juste vous mettre un ralenti, même si vous voyez Cédric Fromance lui fait remarquer qu'il n'a peut-être pas été très vigilant sur ce coup-là. Regardez donc, le choc est terrible puisque le jeune défenseur de cette équipe Saint-Pauloise devra être évacué par les pompiers en direction de l'hôpital. Du coup, il faut procéder à des changements sur le plan tactique parce que sur le plan sportif, le match va continuer malgré ces quelques 20-25 minutes d'interruption nécessaires pour apporter les premiers soins et ensuite l'évacuation, je vous le disais, par les pompiers portois de Damien Espérance vers le centre hospitalier. À ce moment-là, on est toujours évidemment à 0-0. Et bien Briton, lui, va également devoir quitter ses partenaires à la suite de ce carton rouge attribué par l'arbitre. Fort justement, il a appliqué le règlement à la lettre, ce n'était que justice, on dira quelque part, même si, allez, le coup n'était pas non plus le coup volontaire pour faire très mal. C'est un acte de jeu bien malheureux et bien maladroit. Alors, la réaction Saint-Pauloise avec ce tacle totalement raté de Gérard Hubert, le capitaine Saint-Paulois, sur Redouane Dari, et le carton jaune pour le joueur Saint-Paulois. Les choses vont rentrer dans l'ordre au fil des minutes et on va enfin assister à une rencontre très animée avec une première occasion pour l'équipe Saint-Pauloise à la suite de ce lob de Siala Chamba qui passe au-dessus des buts de Grégory Posé. Ludovic Lagourde, l'ex-portois blessé, laisse sa place à Antoine Razolofo qui va animer l'attaque Saint-Pauloise. Et de quelle façon du reste, parce que c'est lui qui va se créer la bonne occasion face à Grégory Posé, mais ne parvient pas à ajuster la sortie du gardien portois. On s'approche tout doucement de la mi-temps et avec un joueur de plus, vous l'avez évidemment noté, les Saint-Paulois se créent les occasions et encore cette fois Razolofo qui frappe juste à côté, en tout cas qui se fait contrer au tout dernier moment, on en restera là. La danse portoise, ça ne marche pas sur ce coup-là, le maire est toujours là, le score lui il est toujours de 0-0, la Jeanne doit tenir, doit s'organiser pour au moins conserver ce résultat. On écoute, allez, les chansons portoises, le temps de la mi-temps. Ouais, alors, en seconde mi-temps, eh bien les Saint-Paulois ont le beau jeu, puisque avec un joueur de plus, ils vont mettre la pression sur cette défense de l'équipe de la Jeanne d'Arc, avec ici cette échappée de celui qui était rentré tout à l'heure, justement, à la place de Damien Espérance. Il s'agit de Loïc Bardière, qui voit sa tentative être stoppée de justesse. Les Saint-Paulois prennent le match à leur compte, dominent. On procède à quelques modifications également tactiques au sein de cette équipe de la Jeanne d'Arc.
David Ferrer pense qu'il faut absolument enrayer cette suprématie dans le jeu de l'équipe Saint-Pauloise qui, encore une fois, avec Loïc Bardière, est sur le point d'ouvrir le score. Alors, ballon franchi la ligne ou pas. On n'avait qu'une seule caméra. Ils n'ont pas 10 caméras derrière les buts. On ne pourra même pas vous montrer quoi que ce soit. Alors, les Portois, pour autant, ne sont pas en reste. Ils ont l'occasion sur cette balle un petit peu trop poussée par Romain Chelbon d'inquiéter Mathieu Pelops. La Saint-Pauloise a beau jeu et avec ce joueur de moins, c'est Larry Edmond qui est sur le point d'ouvrir le score sans cette parade des pieds de Grégory Posé. Et finalement, les Saint-Paulois vont marquer l'unique but de cette rencontre à la suite d'une grossière erreur. Regardez, Zadi. Aïe, 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 aïe. Antoine Razelofo n'attendait pas tant la Saint-Pauloise non plus. Les Antilles à profit marquent l'unique but de cette rencontre à une quinzaine de minutes de la fin de cette rencontre. Un dénouement qui est assez inattendu. La Jeanne d'Arc espérait tenir ce résultat de 0 à 0, au pire en tout cas. Il a fallu ce coup de pouce, ce coup du sort bien malheureux. Il pouvait dégager à droite, c'est vraiment, c'est facile à dire maintenant évidemment. Il a préféré jouer de l'autre côté, là où il fallait absolument pas remettre ce ballon malheureusement. Une grosse erreur qu'il perd en cash les porteurs car ils ne reviendront jamais au score malgré une nouvelle possibilité ici avec ce ballon récupéré par à nouveau cette frappe de Romain Chelbon qui passe à côté des buts de Mathieu Pelops. Allez, pour le plaisir, on va quand même rester ensemble sur les dernières actions, surtout Saint-Pauloise qui aurait pu, de son côté, marquer un deuxième but, ce qui aurait été assez injuste pour des porteurs très courageux jusque-là. Chelbon qui tente sa chance, là, encore une fois, d'un tir croisé, puissant qui passe au-dessus de la cage de Saint-Pauloise, comme quoi ils auront tout essayé pour trouver l'égalisation. Il n'en sera rien, donc un but à 0, une victoire Saint-Pauloise importante après celle acquise par les joueurs de Jean-Sébastien Jaurès et Siva la semaine dernière face à la Sainte-Marienne. Saint-Paul qui a encore une dernière occasion avec Menric Tatel qui est en possession de ce ballon. Il va trouver une solution ou un partenaire et finalement il va jouer sur le côté droit avec Fabien Debré qui se heurte encore une fois à l'excellent Grégory Posé. On en reste là. Victoire de la Saint-Pauloise dans ce derby 1-0. Non, je dirais donner. On a donné le derby malheureusement, vu le but qu'on prend. Après, je suis déçu surtout pour les joueurs parce qu'on a, bon, il y a le fait de jeu qui change toute la donne de ce derby. C'est l'expulsion de Briton. Après, le fait qu'on joue à 10, on a su quand même répondre aux attaques de Saint-Paul. Et on avait les opportunités, que ce soit avant ou même à 10, de pouvoir peut-être mener aussi avant de prendre ce cadeau qu'on donne à Saint-Paul. Même à 10, avec le changement tactique opéré par Jean-Sébastien Jaurès, on a vu que la Jeanne n'était pas inquiétée. Oui, moi j'essaie d'inculquer à mes joueurs qu'il faut qu'ils soient convaincus de leur qualité et de ce qu'ils savent faire sur un terrain. On l'a encore démontré aujourd'hui, même si on n'a pas été récompensé. Mais il faut qu'on persévère et surtout qu'on ne lâche pas et qu'on continue à travailler. C'était un petit peu notre défaut depuis le début de saison. On se crée des opportunités, des situations favorables. On a du mal à concrétiser et à punir notre adversaire. Ça fait partie des gros chantiers de la saison, d'être efficace dans les deux surfaces de réparation. On reste quand même sur 2 victoires, Sainte-Marie, maintenant la Jeanne. Oui, il faut enchaîner. 2 adversaires qui étaient bien placés. La Jeanne deuxième qui a une très bonne équipe. Donc c'est chose faite, c'est intéressant. Maintenant il faut continuer à confirmer et essayer de grappiller des points. C'est un derby, c'est un match à part. C'est un match de coupe. On retiendra la victoire ce soir. Malheureusement, on a eu un blessé grave, Damien Espérance. J'espère que c'est pas trop grave. Et en tout cas, on a une pensée pour lui ce soir. Direction le stade de l'Est maintenant pour Sainte-Marienne SDEFA. Et les deux équipes restent sur des échecs lors de la journée précédente. Et pour ne pas douter plus longtemps, il fallait donc s'imposer. Mais il n'y a dans un match de football, vous le savez, qu'un seul vainqueur ou alors un match nul. Un match nul qui satisferait davantage sur le papier, tout au moins l'équipe du SDEFA. Direction le stade de l'Est, Jean-Yves Voula, Sainte-Marienne SDEFA. Match très difficile. On est venu ici pour faire un résultat, pour faire un nul devant Sainte-Marie. On avait mis un dispositif pour. Et le problème, c'est qu'après l'expulsion de Jérémy, on a joué à 10. Ça a été compliqué.
Une après-midi compliquée pour l'équipe du SDFA en blanc et rouge. Effectivement, on va le voir dans cette rencontre qui, allez, n'a pas totalement tenu toutes ses promesses, qui était un peu hachée tout au long de la première mi-temps. Et on va le voir, on va voir pourquoi. Donc cette rencontre a eu du mal à décoller. On en est pour l'instant aux présentations d'usage. Les deux capitaines pour un coup d'envoi intéressant entre l'équipe de la du SDFA qui a réussi un bon début de saison, rappelez-vous, et puis l'équipe de la Sainte-Marienne qui a besoin absolument de se racheter pour recoller au peloton de tête. Et le premier coup dur, c'est la sortie sur blessure d'Olivier Tardivelle. Il boitille bien bas pour l'instant. On le laisse encore tenter sa chance pendant quelques minutes. Le temps de voir cette action Sainte-Marienne, la première, intéressante au cours de cette première mi-temps, avec ce centre de jeu et d'amour pour une reprise un peu écrasée et contrée. Et finalement, donc, au côté du SDFA, la sortie définitive de Tardivelle remplacée par Sylvain Mornay. Sur ce but-là, dans la foulée on joue, Jérémy prend un carton rouge, donc là aussi je ne sais pas, bon après moi je ne suis pas là pour l'arbitre, c'est pas dans nos habitudes au niveau du club, mais bon il faudra voir ça parce que c'est pas normal quand même. Patrick Bototello vient de résumer les quelques minutes qui ont suivi justement. Regardez ce but inscrit par l'équipe du SDFA contre son camp, fait par un défenseur Sainte-Marien sur ce coup franc de Kerbidi. Le juge de touche avait levé son drapeau, donc il avait signalé hors-jeu, fort justement d'ailleurs de Sylvain Mornay. On va le voir sur ralenti. Alors rapidement, trop rapidement ou pas, là n'est plus la question. Regardez, le coup franc est joué, il est en position de hors-jeu, Sylvain Mornay, mais il ne touche pas le ballon. Alors on peut dire qu'il a influencé le jeu également. Le défenseur n'aurait pas pris autant de risques s'il savait qu'il n'y avait personne derrière lui. Et puis ce tacle de Anila sur les chevilles du joueur Sainte-Marien. Un petit râler poussé, tout ça va rentrer dans l'ordre, mais surtout, les conséquences seront relativement graves, alors que Kerbidi n'a pas fini avec le juge de touche pour lui dire bah, il y avait un but tout à l'heure que tu nous as refusé parce que tu as levé trop tôt ton drapeau probablement. Toujours est-il que dans la suite, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'expulsion d'Anila à droite à l'écran, vous le voyez, donc le SDFA qui va devoir jouer et pendant pratiquement les 3/4 du match avec un joueur de moins. Et en plus, il y a Bataille qui s'y met également, un premier carton jaune, ça a bien failli avoir des conséquences, on verra tout à l'heure. C'est vrai que Bataille avait un rôle défensif assez ingrat, il devait être le rideau, l'ultime défenseur. Regardez sur cette action, il aurait sans doute mérité un deuxième carton jaune, mais l'arbitre, grand seigneur, le pardonne et le laisse donc reprendre la partie. Sinon, ça veut dire que le SDFA serait avec seulement 9 joueurs. Surtout notre première mi-temps où on n'a pas eu ce qu'il fallait malgré qu'on avait la possession de balle, mais on n'a pas su se créer les meilleures situations pour mettre un ballon au fond. Et je pensais qu'à un moment ou à un autre, si on arrivait à le faire, on aurait plus de facilité dans le jeu. Et c'était le cas avec le changement que j'ai pu faire en début de deuxième mi-temps, où ça apportait de la taille dans mon attaque et il y avait aussi une présence devant le but. Et à la preuve, à la fin, on sort avec 3 buts du joueur que j'ai mis en début de deuxième mi-temps, voilà. 0-0 à la pause du côté de Sainte-Marien, donc vous l'avez compris, on joue l'offensive à tout va et on fait entrer le numéro 2, Henri-Charles Gladisson, habituellement titulaire, il a été remplaçant, il doit y avoir une raison, histoire de le remettre un petit peu dans le bain, de se remettre même en cause. On essaie de coordonner ses actions du côté du SDFA, vous le voyez, du côté des entraîneurs, mais également du côté des joueurs, alors qu'il y avait pas mal de monde dans la tribune du stade de l'Est Jean, il voulait bien les Sainte-Mariens vont prendre les choses en main avec de multiples occasions. Regardez celle-ci. Yaya sur le côté droit, un ballon détourné par le gardien Guillaume Lopp, le gardien du SDFA. La domination sainte-marienne ne fait aucun doute et c'est fort logique avec ce centre finalement du capitaine Mdoima sur la tête de Gladisson qui marque le premier but de cette rencontre. Il était temps, on avait déjà passé l'heure de jeu. Le Sainte-Marie cherchait la solution. Le SDFA, très courageux, s'y opposait. Regardez le centre parfait de Giovanni Mdoima. Le coup de tête, il s'était entraîné, il s'était échauffé avec Alex Augustine à la mi-temps sur des coups de tête, sur des reprises à bout portant. Ils avaient senti venir le coup. Et donc il ne rate pas sa cible là. Une Sainte-Marienne qui va continuer à faire pressing sur cette défense de l'équipe du SDFA qui ne sait pas comment se sortir. Regardez le porteur du ballon et finalement la faute ou pas d'ailleurs dans la surface de réparation. Mdoima, je trouve qu'il tombe facilement, non qu'importe, l'arbitre a sifflé le penalty et cela va permettre à Gladisson
Henri Charles de son prénom de marquer son deuxième but de l'après-midi. Guillaume Lopp qui nous avait habitués à être très efficace dans ce genre de duel, dans ce genre de face-à-face, n'y pouvait rien sur ce coup-là. Il est pris à contre-pied. Et on joue depuis 76 minutes, donc le break est fait. La Sainte-Marienne déroule tranquillement et va continuer à se créer des occasions. Avec par exemple celle-ci, un ballon récupéré dans un premier temps, ballon directement balancé devant pour Gladysson. Il aime ses espaces, il prend de vitesse son adversaire direct et marque cette fois du pied droit. 1, 2, 3, Gladysson, ça fait hat-trick, coup de chapeau, 3-0 du même joueur. Il a même pu inscrire un 4e but que l'on verra tout à l'heure. Est-ce à dire pour autant que ce joueur sera titulaire la prochaine rencontre? On a posé la question au coach Fred Bachelet. Obligé de le titulariser la prochaine fois ou alors ou pas? Non, non, ça peut être renouvelé. Ça peut pas être que lui, ça peut arriver à n'importe lequel du groupe. Mais à partir du moment qu'il y a une réaction comme ça, on peut toujours penser qu'il risque d'être titulaire la prochaine fois. On verra bien. En tout cas, Gladysson superstar qui aurait pu marquer, je vous le disais, un 4e but. Regardez sur ce nouveau centre du capitaine Giovanni Mdoima de la tête. Et c'est le poteau, la transversale qui sauve le gardien de Stéphane. Il aurait été beaucoup trop sévère pour l'équipe tunisienne, très courageuse. Et puis Mdoima va s'offrir l'occasion lui aussi de porter le score final à 4-0. Il a voulu faire un petit peu trop, mais enfin c'est pas bien grave. Et tant mieux pour les Dionysiens. 3-0, la Sainte-Marienne a rempli sa mission dans un match un peu particulier, il est vrai. Oui, un point de perdu, ouais. C'est ça, on peut pas, moi je dis on peut pas faire aujourd'hui, on pouvait pas faire mieux que ça, surtout avec ce qui nous arrivait. Donc à partir de là, ça a été difficile. En plus, il y a Yaya, Soufou, il y a Gladysson, il y a Fabrice, et c'est de l'Armada, c'est une très grosse équipe. Moi, comme j'ai dit, je l'ai répété, on a rencontré Saint-Pierroise, on a rencontré l'Excelsior, on rencontre la Sainte-Marienne. La Sainte-Marienne fait partie des premiers, je dirais, des 2-3 premiers. Parce que c'est une grosse armada. Donc nous, avec nos peu de moyens, on a su vraiment tenir la dragée haute à Sainte-Marie. Et c'est dommage qu'on ait été expulsé parce qu'à 11 contre 11, le match aurait été différent. Le leader, l'Excelsior, continue sa quête du Graal. S'imposer chez une équipe des Marsouins qui retrouve quelques sensations n'était pas si simple. Eh bien, les hommes de Bernard Mahmoud ont rempli leur contrat. Les tribunes du stade du centre-ville de Saint-Leu étaient bien garnies pour recevoir le leader, l'équipe de l'Excelsior avec le maillot orange. Et quand on est leader, eh bien, on impose son jeu. C'est ce qu'ont fait les Saint-Joséphois dès le début de cette partie, avec une première occasion pour Eric Faro qui tarde un petit peu, sans doute pour centrer, même s'il aurait pu tenter sa chance directement. Alors 0-0, les minutes s'écoulent, Saint-Joseph a le pied sur le ballon, 2 autres occasions, dont celle-ci de Jean-Michel Fontaine qui croise trop sa frappe. Et puis quelques minutes plus tard, alors qu'on est toujours dans les 20 premières minutes de cette rencontre, c'est là qu'il enlève trop sa frappe au-dessus des buts de Vinqueta Sala. 0-0. Finalement, la logique à respecter avec ce long coup franc de Kabidi joué sur la droite. Jean-Michel Fontaine qui redouble pour Roberto Elcaman et qui prend de vitesse son frère adversaire John Elcaman pour marquer le premier but de l'équipe de l'Excelsior. Ce n'est que justice, ce n'est que logique. Le leader mène à l'extérieur sur la pelouse saint-leusienne. 1-0. Cette domination de l'Excelsior ne va pas en rester là. On va marquer du côté Saint-Joseph un deuxième but avec une bien belle combinaison collective, là encore une fois. Et ce débordement de Momo Almadagri qui trouve le joueur le mieux démarqué. Il s'agit de Farid Azem. Il a attendu et surtout fait le bon choix pour le centre alors qu'il y avait plusieurs possibilités. Au deuxième poteau, en tout cas démarqué, seul, arrivé comme une flèche, le ballon sur la tête. Le service est parfait, regardez. Il n'a plus qu'à marquer et ne laisse aucune chance à Damien Vinqueta Sala, le gardien des Marsouins de Saint-Leu. 2-0. On a peur à ce moment-là pour l'équipe saint-leusienne qui pourtant va se créer une petite occasion avec cette frappe qui passe à côté des buts de Michael Grondin qui était titulaire dans les buts de l'Excelsior. 2-0, ce sera le score à la pause. On retrouve encore l'Excelsior à l'attaque au début de la seconde mi-temps avec à nouveau un bien malheureux Jean-Michel Fontaine
et qui cette fois du pied droit soulève bien trop son ballon. Et puis, eh bien, les Marseillais vont connaître une excellente période, pratiquement pendant un quart d'heure. Ils vont mettre la pression sur la défense de l'Excelsior. Regardez, là, il faut une intervention avec un peu de chance tout de même, mais ça fait partie du jeu de Michael Grondin face à l'attaquant des Marchands de Saint-Leu. Et puis, les Saint-Leusiens ont une nouvelle occasion avec cette frappe qui est renvoyée par le poteau des buts de Michael Grondin. Ce n'est pas fini, puisque les Marsouins qui ont décidé de vendre chèrement leur peau vont revenir à l'attaque, même si là, ce sont les joueurs de l'Excelsior qui auraient pu marquer un troisième but. C'est vrai, sans cette double intervention et de Veketa Salah et de John Elkaman, les deux joueurs de Saint-Leu. Je vous disais donc les Marsouins auraient pu déjà réduire le score. Par exemple, ici, sur cette frappe qui est détournée par Michael Grondin, finalement, ils seront récompensés dans l'ultime minute de cette rencontre, même dans les arrêts de jeu, à la suite non pas de cette action, mais de celle-ci qui part au milieu de terrain avec un très bon Urbain qui a été très actif pour l'équipe des Marchands de Saint-Leu. C'est finalement Certa en deux temps qui trompe le gardien Saint-Josephois. Il était temps que le match s'arrête du côté de l'Excelsior parce que on se pose la question si les Marchands n'auraient pas pu égaliser. Ils ne l'auraient peut-être pas non plus volé d'ailleurs. Score final, l'Excelsior gagne tout de même 2-1 à l'extérieur. Non, je pense que la logique a été respectée. Hein. C'est une très grosse équipe en face, avec des gros bagarries qui ont un gros impact physique. Première mi-temps, on a été un peu malmenés en première mi-temps. Beaucoup d'errance de notre équipe, on n'a pas joué le jeu qu'on avait mis en place à l'entraînement. Et puis la logique, voilà, 2 erreurs, 2-0 au bout de 30 minutes de jeu. On ne peut pas imaginer que vous étiez un peu timide au début quand même, non? Complexé, je sais pas. Ouais, on était un peu complexé, surtout au milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, on s'est un peu caché et puis on n'a pas trouvé la faille, on a bien démarré, 15 minutes qui étaient très intéressantes au début du jeu. On fait 2 erreurs, 2-0 et puis après on a commencé à balancer, ouais, on s'est un peu caché en première mi-temps. Une plus grosse envie en deuxième mi-temps. On a remonté un peu les pendules à l'heure à la mi-temps et puis très intéressant du combat, ce que j'avais demandé, du jeu, reposer le jeu, retravailler, chose qu'à l'entraînement ils font magnifiquement, on va dire. Mais ils jouent très bien et puis voilà, qui se lâchent, qui se montrent, qui composent du jeu et je pense que la deuxième mi-temps est très intéressante pour la fin du championnat, la suite du championnat, pardon. Je dirais par moment, parce que bon, les 10 dernières minutes, voire le dernier quart d'heure, ils ont quand même pas mal poussé. Ils ont eu énormément d'occasions. C'est ce qui ne nous a pas plu. Ils ont réussi même à réduire le score. Heureusement, c'était à la dernière seconde, parce que si je pense réellement, s'il met un but avant le dernier quart d'heure, ils auraient égalisé. En début de deuxième mi-temps également, ils avaient eu une bonne période là. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? C'est un petit peu notre souci actuellement. On a des sauts de concentration, on a quelques absences. On a très bien maîtrisé pendant la première mi-temps. Après, derrière, on mène 2-0. On a des situations de mettre le troisième, on ne la met pas. Et ensuite, arrive ce qui arrive, on se met en danger. Ils arrivent à réduire le score. Heureusement que c'est l'arbitre siffle la fin parce que sinon, on se serait mis en danger. Vous êtes dans votre tableau de marche, c'est normal, on dira? Écoutez, on vise le titre et ça se sait. On est premier, donc oui, on est dans notre tableau de marche, on n'a pas comment perdu. Donc oui, effectivement, on est très content. Direction Saint-Benoît maintenant pour USB Saint-Louisienne. Les Bénédictins avaient montré un bien beau visage la semaine dernière dans le derby de la ville de Saint-Benoît face à l'équipe de Bras-Fusil, pendant que la Saint-Louisienne s'imposait tout doucement, tout petitement face à la Petite Île. USB Saint-Louisienne, des points importants déjà en jeu dans cette rencontre. Tout de vert vêtu, les visiteurs saint-louisiens face au bleu, blanc, rouge de l'USB. Et c'est David Martin qui tire le premier coup franc intéressant pour cette équipe de l'USB. Et c'est un ballon qui est finalement renvoyé par Jean-Fabrice Chassan, le gardien des Verts, et qui sonne la première attaque intéressante de cette rencontre. La réplique saint-louisienne avec cette reprise de Visnelda.
du mollet. Allez, on dira ça du mollet comme cela. En tout cas, ça passe largement au-dessus des buts d'un gardien, Alexandre Tessier, qui va être très déterminant dans cette rencontre. Regardez, et là il intervient encore une fois dans les pieds de l'attaquant saint-lousien. On va le revoir tout à l'heure, par exemple sur ce coup franc saint-lousien qui a la possibilité, pourquoi pas donc, de marquer le premier but de cette rencontre. Il n'en est rien grâce justement à ce ballon détourné par le goal bénédictin. Toujours en première mi-temps et toujours l'USB. Regardez, l'USB qui va finir par marquer un but à la 45e minute. Ce ballon navigue devant la défense saint-louisienne et finalement, allez, avec un petit peu de chance là aussi, ça fait partie du jeu. Kader Beladji reprend cette frappe un peu ratée, mais ça fait partie là encore de la chance des équipes qui osent. Il a osé frapper, il a donc permis à son partenaire de reprendre cette balle. Score à la mi-temps, l'USB mène par un but à 0. Bien, les Saint-Louisiens vont trouver l'égalisation à la suite de ce corner en deuxième mi-temps. Et par qui? Eh bien oui, il prend goût. Ouais, Bertrand Bador sur ce coup franc, sur ce corner exactement de Anthony et Palani. C'est de la tête au deuxième poteau, tout seul. Il marque d'une superbe frappe en pleine lucarne. Saint-Louis qui aurait pu repartir avec la victoire sans ce bel arrêt du gardien bénédictin, Alexandre Tessier, qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises. On en a sélectionné 2. Regardez, encore une sortie déterminante. Finalement, un but partout. On partage les points. Allez, tout le monde est content. Pas mal d'occasions donc sur ce match-là. C'est vrai qu'on mérite mieux. Voilà, après, en face, il y avait un gardien qui était dans ses grands soirs. Donc, mais après, nous, on a les occasions, donc on doit les mettre au feu. Donc, automatiquement, un petit peu déçu. Mais bon, on ne va pas reprocher aux joueurs de vouloir jouer, d'y aller vers l'avant. Donc voilà, on est venu pour nous prendre les 4 points, un petit peu déçu. On repart seulement avec 2. Donc, voilà. L'entrée de matière de l'USB t'a posé problème? Ouais, ils étaient bien en place, bien sûr. Quand tu joues un match de foot, il faut toujours penser à l'adversaire. Donc ils étaient bien en place, ils ont mis des ballons tout le temps dans notre dos. Bon, ça nous a un petit peu perturbé, mais après on a su poser le jeu quand même. Donc on a su poser le jeu, on a su trouver nos attaquants. Et après devant, voilà, il faut marquer. C'est sûr, il faut toujours, dans un match de foot, il faut toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Donc chose qu'on n'a pas fait ce soir. Dommage. Christophe, on revient un petit peu sur l'USB. Comme disait Olivier, l'entame de match de l'USB a quand même posé problème. Vous étiez bien en place. Écoute, on était déjà sur une bonne dynamique. On souhaite aller jouer chez l'adversaire. Après, c'est en fonction de nos moyens, de nos qualités. On a manqué de fraîcheur ce soir. Et puis, on est surtout tombé contre une équipe de Saint-Louis qui est largement supérieure à la nôtre. Donc, c'est vrai qu'au long de l'occasion, Saint-Louis aurait mérité de l'emporter. Maintenant, comme je disais à Olivier, j'aimerais bien avoir le potentiel de Saint-Louis pour jouer le maintien. Voilà, donc je pense que Olivier et son équipe ont les moyens de s'intégrer dans les 5 premières places et tout est possible là-haut. Et ben nous, on va être contents de ces 2 points pris sur un mois de mai qui était compliqué parce qu'on a joué 3 de nos adversaires directs, on a battu 2 et fait match nul avec l'autre. Voilà, maintenant on sait que derrière on va jouer des petites équipes. On va à Saint-Paul, on reçoit Saint-Pierre et on va à Excelsior pour finir la phase aller. Donc voilà, on va se contenter de nos 2 victoires, nos 2 nuls et 4 défaites pour l'instant en essayant d'aller grappiller des points chez les Ogres. Voilà l'ensemble des images que l'on pouvait vous proposer pour cette 8e journée du championnat. Donc voici les résultats complets et le classement qui s'ensuit. Les résultats de cette 8e journée du championnat. On a vu déjà l'Excelsior a gagné à l'extérieur, l'USB Saint-Louisien match nul, la Capricorne a gagné à l'extérieur 2-1. Et puis hier après-midi donc victoire de la Sainte-Marie 3-0, on l'a vu, victoire de la Saint-Pauloise, on l'a vu également sur le terrain de la Jeanne d'Arc au stade d'Embraquis du Port, 1-0, un but de Antoine Razolofo. Et puis la Saint-Pierroise, après avoir marqué un premier but par le compte, a déroulé pour marquer 3 autres buts, 4-0 face à Brafusi au cours de la seconde mi-temps. La Saint-Pierroise qui avait besoin de se rassurer, ces choses faites, et Brafusi qui s'enfonce un petit peu. Regardez plutôt le classement. La belle opération est pour l'Excelsior évidemment, pendant qu'elle gagnait, cette équipe de l'Excelsior, la Jeanne d'Arc, son dauphin, décroché à domicile, rejointe du coup, cette équipe de la Jeanne par à Sainte-Marienne, non loin il y a la Saint-Pierroise, la Saint-Pauloise. La Saint-Louisienne n'est pas totalement décrochée, par contre dans la deuxième moitié du classement, il se défait dans le ventre, 18 points. La
7e place, aux côtés des Marsouins de Saint-Leu et de l'USB. Par contre, regardez tout en bas, Bras Fusil ferme la marche juste devant la petite île. Attention au décrochage. En deuxième division régionale, on a également disputé la 8e journée du championnat. Regardez, Grandbois se ressaisit face aux Avirons 2-0. Saint-Suzanne gagne à l'extérieur également. Il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. C'était sur le terrain de la ligne Paradis. Le Saint-Denis Football Club gagne à Saint-Philippe 2-0. C'était pas gagné d'avance. Monaco se fait surprendre par le Co Saint-Pierre à domicile. Victoire des Saint-Pierrois 2-0. Puis la JS Ouest également concède 2 points à domicile face à Piton-Saint-Leu. Le score final 1 but partout. On regarde également ce résultat. Par exemple, 3-5 qui a fait le match nul face au Léopard de Saint-André. Le XA Léopard 0-0. 3-5 qui perd 2 points. Saint-Denis Football Club qui en gagne 2. Mais c'est Grandbois surtout qui fait la bonne opération, qui reprend la 2e place au classement que voici. À 3 points tout de même d'une équipe de 3-5 qui ne perd pas le leadership dans cette catégorie. La JS Ouest s'accroche toujours à une bien belle 4e place, aux côtés cette fois du Saint-Denis Football Club, alors que Sainte-Suzanne a bien grimpé dans le classement, tout comme Piton-Saint-Leu, 5e les Sainte-Suzannois et 6e Piton-Saint-Leu avec 19 points. Monaco en plein milieu dans le ventre mou avec 18 points à la 7e place, et tout en bas les Avirons et l'entre-deux commencent un petit peu à perdre du terrain. On quitte un instant le football pour faire du vélo, plus précisément le Run Tour. Et comme chaque année, plusieurs centaines d'amateurs y ont participé il y a quelques jours. Alexandre Gilles, pour 974 TV, s'est invité à la fête. Il était au cœur du peloton. Alors, tous ces vélos, c'est simplement donc, la grande messe du vélo à La Réunion, Soréfi Réunion Cyclotour, qui draine 1300 vélos et plus, 1500 quasiment, avec les aléas qui sont là, et puis surtout des gens très contents d'être présents pour aller pédaler, faire la fête au vélo. Moi, c'est ma vie alors. J'ai toujours fait du vélo depuis l'âge de 18 mois, donc c'est un plaisir, et c'est le plaisir de partager une journée et de faire la fête. C'est une belle fête aujourd'hui. Là, nous, on est en amateur, mais les costauds sont le bon vélo. Ouais. C'est un défilé, on dirait par là-bas, non? On dirait, ouais, défilé de mode. C'est un vrai défilé de mode. Ouais, c'est le gars dessus qui n'est pas pédalé là. Ouais. Il faut rien. Nous l'avons entraîné pour finir dernier. Ah oui, ça. Bah ouais, ça c'est important. C'était quoi l'entraînement? Graille saucisse, boucané. Reste. Comment tu vas vite comme ça avec un vélo là? Ah ben j'ai un peu dopé le vélo, au lieu de me doper moi, c'est mieux. D'accord. Alors l'image est bonne? Excellent. Super manifestation. Amuse-toi bien, tu es en VTT toi? Oui. Même pas peur? Même pas peur. Enfin pour l'instant. C'est la première fois effectivement que cette partie de la route je l'emprunte. Oui. Et c'est bien? Très bien. Voilà, très bien. Quand tu prends encadré comme ça, c'est super. Ah, il y a tout là. Il y a du semi-pro, il y a de l'amateur acharné, du baladeur. Ah, il faut de tout, hein. Surtout de faire plaisir. Merci, amuse-toi bien. Merci.
Tu profites de la vue ou quoi? Ah non, pas du tout. Là, le problème c'est ça. Il y a un gros trou devant, je l'ai pris et boum. Il y a plusieurs là. Ben là maintenant, réparation. On va repartir doucement, doucement. La route, elle est encore longue. Le cycliste est philosophe. Ouais, exactement. Là, de toute façon, on n'a pas le choix. Salut! Répéter que la route se partage, et que soyons enclins à utiliser le vélo à chaque fois que c'est possible pour les déplacements inférieurs à 5-6 km. Et puis bien entendu, il y a aussi le côté vélo loisir que chacun peut utiliser à chaque fois qu'il est libre. Tu as encouragé qui? Mon mari. Ouais. Avec son groupe d'amis de la rivière Saint-Louis. D'accord. C'est important d'être là, là? Ah oui, c'est sûr. Vous leur dites quoi? Vous leur donnez de l'énergie? De l'énergie, j'ai le ravitaillement. Ouais. Et puis beaucoup de courage, allez! Allez, vive le vélo, vive le sport! Vous avez dit quoi, votre mari? Je dis si tu me trouves plus aujourd'hui, c'est pas grave, je suis partie avec le premier. Ah bon? Il a intérêt de se dépêcher alors? Oui, oui, ça va le motiver un petit peu là pour la journée. Okay. Il faut l'encourager là. Premier? Ah, c'est pas vous? C'est moi la première. On a pu faire plaisir à nous, mais quand même une course, on va dire comme ça. Ben ouais, mais il y avait Rudy et Donovan, franchement, ils étaient vraiment costauds. Ils étaient mérites les autres places. Hein. Il faut partager un peu le vélo et mettre un peu tout le monde dans l'esprit de la compétition un petit peu. Ben, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut pour motiver un petit peu les anciens, les seniors, quoi. Comme moi. Bah, c'est important de vivre l'épreuve, ouais. Et puis c'est pour tous les niveaux. Il y a les meilleurs qui sont vraiment devant, qui font la course. Et puis après ceux qui essaient de tenir derrière. Donc c'est sympa. Trop dur, on n'avait pas trop les jambes, donc on a sauté et là on a récupéré le groupe plus loin. Vous savez qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire? On a sauté personne, on a juste sorti du peloton, on a décroché et on est re-rentré après, mais on a sauté personne. Bah, c'est le principe de la cyclo. C'est pour les meilleurs, c'est pour les moyens et puis pour les débutants. Donc c'est l'esprit vélo, quoi. La semaine prochaine, pas de championnat, place au 32e de finale de la Coupe de la Réunion et quelques derbys déséquilibrés sur le papier, mais non moins intéressants à suivre. Par exemple, CS Saint-André-Auxalopard, donc derby, vous l'avez compris, de la ville de Saint-André. Charles de Foucault, Saint-Pauloise, derby de la ville de Saint-Paul. Saint-Pierroise, Racing Club de Saint-Pierre, derby de la ville de Saint-Pierre. Et puis Sdefa Redoute, derby de la ville de Saint-Denis. On va vous parler de tout cela la semaine prochaine dans 974 Foot. Dimanche donc à 13h et puis notez-le, vous le savez maintenant, 974 Foot plus le lundi à 21h. Excellente semaine notamment sur Télécréole et à dimanche prochain 13h. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.